cet atelier porte sur le travail. Alors le travail, c'est vraiment un élément au cœur de la réflexion de notre mouvement, un élément au cœur de la démarche même d'En Marche. Le travail, c'est ce qui nous donne une place dans la société. C'est ce qui contribue à la dignité. C'est ce qui permet de nous émanciper, de parfois retrouver confiance en nous également, de nous construire, de réussir et de faire réussir les autres. C'est d'ailleurs, on peut en témoigner de par la méthodologie même de notre mouvement En Marche. Le mouvement En Marche, il faut quand même le dire, c'est un mouvement de bosseurs. À chaque fois qu'on vous fait venir, c'est pour travailler, c'est pour échanger, c'est pour construire ensemble ces idées. C'est pour partir du réel et construire ensemble un projet et ne pas juste reposer sur une idéologie politique. Et c'est donc en ce sens qu'on a réuni plus de 100 000 marcheurs, puis plus de, je n'ai même plus le nombre de comités qui se réunissent chaque semaine, plus de 4000 réunions sur toute la France qui peuvent se tenir pour affiner ensemble ce plan de transformation. Emmanuel Macron nous a insufflé sa détermination, son dynamisme, sa rigueur et son amour pour le travail. Alors oui, il a multiplié un certain nombre de positions, y compris lorsqu'il était au gouvernement, qui lui ont valu quelques critiques ou quelques incompréhensions, mais qui ont toujours été cohérentes avec le positionnement qu'il prend pleinement et qu'il affirme. Emmanuel Macron est le candidat du travail. C'est une valeur en laquelle personnellement je crois profondément. Et c'est aussi une question de perspective. Aujourd'hui, se prononcer pour le travail, ce n'est pas juste lutter contre le chômage. C'est prendre une dimension également positive dans la démarche que nous adoptons. Mais le travail, c'est une économie totale qui repose sur les patrons, en effet, les actionnaires, il ne faut pas les oublier, et les salariés. Le candidat du travail, c'est le candidat de chacune de ces parties prenantes. Et ça, c'est une combinaison que les partis traditionnels n'ont pas su faire pendant des années au pouvoir. Améliorer la vie des salariés ne veut pas forcément dire mener la vie dure aux employeurs. Le marché du travail, c'est aussi une situation compliquée pour les employeurs. N'est-ce pas finalement entre les mains que se trouve la clé de la lutte contre le chômage? Alors comment les inciter à recruter plus? Comment faire pour que leur contribution à cet objectif commun n'ait pas pour corollaire une augmentation du risque pour eux? C'est autant de questions que nous nous posons. Et puis on parle des salariés, des employeurs. Il ne faut pas oublier tous ceux qui travaillent autrement. Nous voulons une promesse pour nos enfants. La promesse de pouvoir dire qu'ils pourront réussir en France dans un système méritocratique, vivre décemment de leur travail, connaître des évolutions professionnelles, avoir des projets, travailler et pouvoir vivre décemment. C'est pourquoi je me suis engagée auprès du candidat du travail. Mais assez parlé de moi, je pense qu'on va parler de ce que ce plan de transformation peut vous apporter. Et puis je pense que si vous êtes tous là, c'est parce que vous avez envie d'entendre Marc Ferracci, qui est donc notre expert, qui va pouvoir vous exposer tout ce sur quoi le mouvement a travaillé pour le travail. Merci. Où sont finalement les points de fragilité de notre système social, mais surtout de notre marché du travail. Et ensuite, essayer de vous expliquer, sans faire un catalogue de propositions, parce que ça n'aurait finalement pas beaucoup de sens, mais essayer de vous expliquer la cohérence de la vision que nous portons. Quand je dis nous, j'insiste vraiment sur ce nous, parce que le programme, ça n'est pas simplement quelques experts qui travaillent autour d'Emmanuel Macron et qui formulent des propositions et des diagnostics. Ce sont vraiment des propositions qui sont co-construites et les échanges que nous allons avoir ce soir, je l'espère, vont nous éclairer collectivement sur ce qu'il est possible de faire et sur ce qu'il est souhaitable de faire. Alors, sur le diagnostic, je pense qu'il y a 3 idées importantes qu'il faut avoir en tête concernant
la situation et le fonctionnement de notre marché du travail. La première idée, et ça a été résumé peut-être dans une des fiches qui vous ont été transmises pour l'occasion de cet atelier, c'est qu'on est sur un marché du travail qui divise. C'est-à-dire que, sans utiliser cette opposition anglo-saxonne entre les insiders et les outsiders, on est sur un marché du travail où un certain nombre de personnes, et ils sont la majorité, vivent dans un emploi stable, vivent dans un CDI. Ça représente le CDI à peu près 85% des salariés. On n'a pas forcément toujours ce chiffre en tête, mais il est important. Donc c'est la grande majorité des salariés qui sont aujourd'hui en emploi stable. Et ceux qui ne sont pas en emploi stable, ce sont d'une part les gens qui sont en contrat court, en CDD, en intérim ou dans d'autres formes de contrats aidés, qui représentent donc à peu près 15% des salariés. Et ce sont aussi, Laetitia en a parlé, les indépendants et toutes les formes d'emploi qui ne sont pas associées à la relation salariale. Sur ce marché du travail, eh bien, il y a de fortes inégalités. Vous avez en France peu de chances de perdre votre emploi quand vous êtes en CDI. Quand je dis peu de chances, ça ne signifie pas que des gens ne perdent pas tous les jours leur emploi lorsqu'ils sont en CDI. Mais la probabilité de perdre votre emploi est assez faible. Pourquoi ? Parce que l'emploi stable est assez bien protégé. En revanche, quand vous êtes en emploi court, eh bien, vous subissez de manière souvent longue, souvent pérenne, eh bien, des allers-retours systématiques entre l'emploi et le chômage. Et comme l'a dit, ou l'a suggéré Laetitia, le fait d'être en contrat court, eh bien, engendre tout un tas de conséquences qui sont très dommageables sur votre vie quotidienne. La difficulté à accéder à un logement, la difficulté à accéder à un crédit, parfois même, et certains travaux de sociologues ou d'économistes le montrent, la difficulté à construire une vie familiale et affective décente. Il faut savoir que les gens qui sont en CDD font des enfants plus tard, se marient plus tard, se mettent en couple plus tard. Et donc, il y a des conséquences associées à ces emplois courts qui sont véritablement dommageables. Le chômage, aujourd'hui, c'est l'autre élément qu'il faut bien avoir en tête. C'est un chômage qui est, pour partie, un chômage de récurrence. C'est-à-dire que beaucoup de gens multiplient les allers-retours entre ces contrats courts et le chômage. Et ce que je vais vous expliquer dans quelques instants, c'est qu'une partie des règles de notre système, à la fois les règles qui régissent le contrat de travail, mais aussi les règles qui régissent l'assurance chômage, eh bien, sont des règles qui sont mal conçues parce qu'elles incitent à la fois les employeurs, mais aussi parfois les salariés, à multiplier les contrats courts. Donc un gros enjeu dans les propositions que nous portons, c'est de refaçonner les règles de notre marché du travail, refaçonner les règles du contrat de travail peut-être, mais aussi de l'assurance chômage, afin de faire progresser l'emploi stable. C'est véritablement l'objectif que l'on porte, que de faire progresser l'emploi stable. L'autre élément que je souhaite évoquer avec vous, c'est que le problème du chômage est d'abord un problème de qualification. Un chiffre pour éclairer ce point, 80% des chômeurs aujourd'hui sont des gens qui n'ont pas plus que le bac, qui ont le bac ou moins que le bac. Ça signifie concrètement qu'on est face à une population qui a d'abord un problème d'accès au diplôme. Un autre chiffre, peut-être encore plus marquant, même s'il est un petit peu plus technique, si vous prenez la population des gens qui gagnent 1,3 SMIC, ce qui n'est pas énorme, ce qui n'est même pas beaucoup du tout, ce qui parfois rend très difficile le fait de vivre décemment. Eh bien, néanmoins, à partir du moment où vous gagnez plus d'1,3 SMIC, ce que nous disent les chiffres, c'est que le taux de chômage, il est de 5%. Au-dessus de 1,3 SMIC, il est de 5%. Ça veut dire qu'on est quasiment au plein emploi, quand on a un certain degré de qualification qui nous permet de nous élever un petit peu au-dessus du SMIC. En d'autres termes, le chômage est d'abord un problème de manière structurelle qui nous renvoie à notre système de qualification. Vous avez évoqué dans votre précédent atelier l'éducation initiale. Je vais évoquer aujourd'hui la question de la formation professionnelle. On a un système qui ne permet pas de construire des qualifications, d'accéder à des diplômes ou à des titres professionnels lorsque on est sorti du système d'éducation initiale sans diplôme. Et sur ce point, nous avons aussi des propositions assez fortes à formuler. Ce marché du travail qui divise, pour des raisons qui touchent aux règles et aux institutions et pour des raisons qui touchent à la qualification, il ne doit pas nous empêcher de penser aux 85% des gens qui sont en CDI. Parce que ce n'est pas parce que vous êtes en emploi stable que vous vivez forcément bien. On sait aujourd'hui, et d'ailleurs la Grande Marche et les témoignages qui sont remontés du mouvement nous ont confortés dans cette opinion qui était une opinion de chercheurs ou d'académiques, on sait aujourd'hui qu'il y a des phénomènes qui se développent. Les phénomènes qui se développent, c'est la souffrance au travail. C'est le stress, c'est les maladies socio-professionnelles,
c'est des phénomènes de pénibilité accrue, qui se traduisent notamment par ce que l'on appelle les troubles musculo-squelettiques, le fait d'avoir mal au dos tout simplement, d'être sur des postes de travail qui sont pénibles à occuper toute la journée. Bref, des gens qui sont en emploi stable ne sont pas forcément des gens qui sont heureux au travail. Et donc, nous avons besoin, et c'est le deuxième élément, nous avons besoin de donner des perspectives à ceux qui sont dans l'emploi. Pas simplement s'occuper des outsiders, c'est-à-dire des gens qui sont en contrat court et qui passent par le chômage, mais aussi nous préoccuper de la majorité de ceux qui ont la chance d'avoir un emploi stable, mais qui néanmoins ne sont pas forcément heureux au travail. La clé dans ce projet tient en un mot, c'est la notion de mobilité. Pour pouvoir améliorer ses conditions de travail, pour pouvoir améliorer ses conditions salariales, pour pouvoir s'élever dans l'échelle des qualifications ou des fonctions, eh bien, les gens ont besoin d'avoir cette possibilité de changer d'emploi. Ce qu'il faut savoir, et je vais peut-être décevoir un certain nombre d'entre vous qui sont depuis le début de leur carrière professionnelle dans la même entreprise, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on veut s'élever sur le marché du travail, quand on veut faire un saut en termes de salaire qui soit très significatif, quand on veut réellement améliorer sa situation, eh bien, la meilleure solution, c'est de changer d'employeur. On progresse beaucoup moins vite quand on reste dans la même entreprise, même si cette entreprise vous fournit évidemment un schéma de progression, que quand on change d'employeur. Or, aujourd'hui, en France, et c'est un diagnostic qui est fait depuis déjà beaucoup de temps, aujourd'hui, un grand nombre de salariés sont empêchés de changer d'emploi, parce que leur statut de CDI les protège très bien, parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de basculer dans cette phase de transition qui consiste à démissionner, par exemple, à passer par le chômage, à se former pour accéder, le cas échéant, à un emploi plus rémunérateur ou à un emploi plus intéressant. Donc, nous souhaitons, et nous faisons des propositions également en ce sens, favoriser une plus grande mobilité. C'est le sens d'une proposition dont vous avez forcément entendu parler, qui est la proposition consistant à ouvrir l'assurance chômage à des populations nouvelles. En particulier, à ouvrir l'assurance chômage aux salariés qui démissionnent. Comme vous le savez, lorsque vous démissionnez, en théorie, en réalité vous pouvez y avoir accès au bout de quelques temps, mais c'est assez compliqué, mais en théorie vous n'avez pas droit à l'assurance chômage. La conséquence de cela, c'est que beaucoup de salariés vivent une situation de stress, une situation de mal-être au travail, dont ils souhaiteraient sortir, mais dont ils ne peuvent pas sortir parce que démissionner, c'est basculer dans un chômage non indemnisé, qui ne leur permet pas de vivre et qui très vite va les mettre dans une grande difficulté du point de vue de leur vie économique et sociale. Donc, c'est un premier élément. Favoriser la mobilité, c'est donner un pouvoir aux salariés de changer d'employeur et finalement leur donner un pouvoir de négociation. Cette idée de donner l'assurance chômage aux démissionnaires participe vraiment de cet objectif consistant à accroître la mobilité. Le troisième élément de diagnostic, c'est qu'on a un marché du travail qui manque de souplesse. Qu'est-ce que ça veut dire ? Aujourd'hui, pour créer de la richesse, je vais utiliser une expression qui peut-être va heurter certaines parmi vous, on a besoin de détruire de l'emploi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça ne veut pas dire qu'on veut mettre des gens à la porte. Ça veut dire que les gains de productivité que font les entreprises, eh bien, ils reposent en partie sur la capacité des entreprises à se réorganiser. À se réorganiser, c'est-à-dire à détruire des emplois, à supprimer des emplois qui ne sont pas suffisamment productifs et à en créer de nouveaux. Chaque jour en France, 10 000 emplois sont détruits. 10 000 emplois disparaissent des entreprises. Des postes de travail sont supprimés. Évidemment, la contrepartie de ce phénomène, c'est que chaque jour en France, à peu près autant d'emplois sont créés. À peu près autant d'emplois naissent, de postes se créent, dans des entreprises qui sont en croissance. Et ce que nous enseignent à la fois les travaux académiques, mais ce que nous enseigne aussi l'observation de la vie des entreprises, c'est qu'il ne faut pas freiner ce phénomène. Il faut permettre ce que l'on appelle la réallocation des emplois. Alors, la réallocation des emplois, il faut faire attention, elle a des conséquences pour les individus. Parce qu'évidemment, des emplois détruits, c'est des gens qui perdent leur travail. Mais la philosophie dans laquelle nous nous situons consiste à dire que ce qui est important,
c'est moins de protéger les emplois, c'est-à-dire d'empêcher que les emplois soient détruits, en créant par exemple des conditions de licenciement qui soient très rigides, mais plutôt de protéger les personnes. Et ça, c'est l'élément très important. Et c'est au cœur de notre projet, parce que si on donne de la flexibilité aux entreprises, une capacité à licencier plus facilement, il faut en contrepartie créer des protections nouvelles, créer des sécurités qui permettent aux gens d'abord d'accéder à l'assurance chômage. C'est le sens des propositions qui ont été faites, d'une part, d'élargir l'assurance chômage aux démissionnaires, mais aussi de l'élargir aux indépendants. Et d'autre part, il faut donner la capacité à chacune et chacun de se former. Parce que la réallocation des emplois, ça signifie quoi? Ça signifie que une grande partie des emplois qui seront dans notre économie dans 10 ans, eh bien, ils n'existent pas encore. Et ça signifie quoi? Ça signifie qu'il faut former les gens à ces emplois-là. En d'autres termes, si on flexibilise, si, j'aime pas ce terme, mais si on libéralise le marché du travail en donnant plus de souplesse aux entreprises, eh bien, il faut créer des protections afin que les personnes puissent vivre leur transition professionnelle, c'est-à-dire puissent vivre leur passage par le chômage de manière beaucoup plus sereine, de manière beaucoup plus apaisée. C'est un élément très important. Donc, on a besoin de cette souplesse. Et certaines propositions vont aller dans ce sens. L'autre élément de souplesse, Laetitia en a un petit peu parlé, c'est la souplesse qui touche à la négociation collective. En France, on a un marché du travail, un droit du travail, qui est d'origine principalement réglementaire ou législative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'État, c'est le gouvernement, parfois les parlementaires qui se saisissent de ces questions-là, qui édictent les règles, qui édictent les normes en matière de droit du travail. Alors, évidemment, ça présente un avantage, c'est que les règles et les normes, elles s'appliquent en général à tout le monde, ce qui est un facteur d'égalité. La difficulté de ce droit du travail, qui est d'origine principalement législative et réglementaire, c'est qu'il a beaucoup de mal à s'adapter à la diversité des situations. Si vous prenez la durée du travail, par exemple, eh bien, il y a des entreprises qui font des profits, qui peuvent payer beaucoup mieux leurs salariés, mais qui, de par leur organisation, de par leur activité, ont besoin de proposer à leurs salariés des amplitudes horaires plus importantes. Les salariés peuvent accepter, peuvent ne pas accepter, ils peuvent considérer que les amplitudes horaires ne sont pas quelque chose de souhaitable, mais fondamentalement, lorsque c'est la loi qui décide de la durée du travail, lorsque c'est la loi qui décide de la manière dont doivent s'organiser la formation professionnelle, dont doivent être contrôlées les conditions de travail, dont doivent progresser également les salaires, eh bien, il y a beaucoup de situations, beaucoup d'entreprises dans lesquelles, eh bien, on se sent verrouillé. Le sens de la proposition d'Emmanuel Macron consistant à développer le dialogue social, mais surtout à développer la négociation d'entreprise, eh bien, c'est justement de sortir de ces carcans et d'essayer de trouver des arrangements qui soient mutuellement avantageux entre les salariés et les employeurs. Donc, la notion de souplesse, on peut l'envisager de différentes manières. Il y a les règles qui régissent le contrat de travail, il y a l'idée qu'il faut sans doute donner un peu plus de flexibilité, et il y a les règles qui régissent la négociation collective, faire en sorte que les entreprises et les salariés aient une capacité à s'adapter à leur environnement de manière plus souple, plus flexible, et donc aient une capacité, éventuellement, à déroger à la loi. Un marché du travail qui divise, un déficit de mobilité et un déficit de souplesse. C'est finalement les trois problèmes, les trois défauts principaux de notre marché du travail. Alors, quelles sont, à ce stade, les propositions qui ont été formulées par Emmanuel Macron? Sur le premier point, ce marché du travail qui divise. On a envie de faire progresser l'emploi stable. On a envie que les gens qui sont en CDD ou en intérim le soient moins. Comment est-ce qu'on fait? D'abord, on crée les conditions pour que les entreprises embauchent plus fréquemment en CDI. Ça, c'est le premier point. On fait en sorte que le CDI fasse moins peur aux employeurs. Alors, en réalité, quand je dis ça, je simplifie beaucoup les choses. Il y a des entreprises qui n'ont absolument pas peur d'embaucher en CDI. C'est les grandes, c'est celles qui ont des marges qui leur permettent, le cas échéant, de licencier leurs salariés, de leur payer des indemnités substantielles. En revanche, pour une petite entreprise, le droit du travail à l'heure actuelle est
très insécurisant. Pourquoi? Parce que lorsque un salarié va au prud'homme, et il a le droit, et il faut qu'il continue évidemment à avoir ce droit, eh bien l'entreprise peut être, au terme d'un processus qui peut durer des mois, voire des années, prud'homme, cour d'appel, parfois cour de cassation, l'entreprise peut être condamnée et le licenciement invalidé. On dit que le licenciement est invalidé pour défaut de cause réelle et sérieuse. La conséquence de cela, elle est très directe et très tangible. Lorsqu'un licenciement est invalidé pour défaut de cause réelle et sérieuse, l'entreprise paye au minimum 6 mois de salaire brut. Mais ce minimum n'est pas plafonné. Mais fondamentalement, le problème, c'est pas les 6 mois. La réalité, c'est que 6 mois, c'est tout à fait raisonnable et c'est assez cohérent avec les indemnités pour défaut qu'on trouve dans d'autres pays. Le problème, c'est le plafonnement. Aujourd'hui, il n'existe pas de plafonnement. Alors, la loi Macron de 2015 a essayé d'établir ce plafonnement. Elle l'a fait voter, le plafonnement des indemnités pour défaut de cause réelle et sérieuse. Ensuite, le Conseil constitutionnel est revenu là-dessus pour des raisons de droit. Et donc, la mesure a été abandonnée et elle a été remise en place dans le cadre de la loi travail. Et à ce moment-là, eh bien, elle a également été abandonnée. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que le droit du travail, en particulier le droit de la séparation, est très compliqué. Je vous donne un chiffre pour illustrer ça. Lorsque, dans les cours d'appel, les magistrats jugent les licenciements qui leur viennent des prud'hommes. C'est-à-dire qu'en première instance, il y a quelqu'un qui va au prud'homme. Parfois, et le plus souvent, les salariés ont raison au prud'homme. Et souvent, l'employeur fait appel. À ce moment-là, les cours d'appel prennent des décisions qui, parfois, vont jusqu'à la cour de cassation. Je suis un peu technique, mais vous allez vite comprendre où est-ce que je veux en venir. Les magistrats qui sont dans les cours d'appel sont des magistrats professionnels, contrairement aux cours de prud'homme et aux tribunaux de prud'homme, où vous avez des représentants des salariés et des employeurs. Eh bien, ces magistrats professionnels, lorsqu'ils arrivent devant la cour de cassation, devant la chambre sociale de la cour de cassation, leurs décisions sont cassées, c'est-à-dire invalidées, une fois sur deux. Une fois sur deux. Ça veut dire que des magistrats professionnels, en matière de droit du travail, se trompent une fois sur deux au moment de dire le droit. Le taux de cassation en matière de justice civique, c'est 10%. Le taux de cassation en matière de justice commerciale, c'est 20%. En matière de droit du travail, c'est très important. Donc, on est face à cette incertitude. Et même des professionnels du droit le disent, et ils nous le disent, sont face à cette incertitude. Alors, le plafonnement, c'est une solution, ça n'est pas la seule, pour limiter l'incertitude, mais c'est un élément important, et on a bon espoir que ça incite à embaucher un petit peu plus en CDI. L'autre élément, c'est que c'est pas simplement parce que le CDI est assez protecteur que les gens n'embauchent pas en CDI. C'est aussi parce que on leur a laissé aux employeurs, dans les dernières années et dans les dernières décennies, beaucoup de latitude pour utiliser les contrats courts, beaucoup de latitude pour utiliser les CDD. Et en particulier, on permet aux employeurs, dans certains secteurs d'activité, de multiplier ce que l'on appelle les CDD d'usage. Les CDD d'usage, c'est des CDD que vous pouvez aligner de manière indéfinie, alors que normalement, vous ne pouvez pas multiplier les CDD indéfiniment. Les CDD d'usage, vous pouvez les multiplier sans contrainte de durée. Évidemment, ça génère des abus coûteux pour l'assurance chômage, parce que souvent, les gens qui passent en CDD repassent par le chômage et reviennent en CDD ensuite, et d'ailleurs souvent chez le même employeur. Donc on a besoin de règles qui rendent plus coûteuse l'utilisation des contrats courts et l'utilisation des CDD. Ici, on a une proposition qui a été formulée de manière, on va dire, semi-publique, mais qui va bientôt être publiée, qui consiste à introduire ce que l'on appelle un bonus-malus à l'assurance chômage. Qu'est-ce que c'est le bonus-malus à l'assurance chômage? C'est de dire, pour chaque entreprise, on va calculer ce qu'elle rapporte à l'assurance chômage grâce aux cotisations patronales et ce qu'elle coûte avec l'indemnisation des salariés dont elle se sépare, soit à la fin des CDD, soit en les licenciant. On fait la différence entre les deux et on voit ce qu'est finalement la contribution, au contraire, le débit de chaque entreprise à l'assurance chômage. On a envie finalement de savoir ce que coûtent les unes et les autres. Et à partir de ça, eh bien, on va donner un bonus aux entreprises qui contribuent à l'assurance chômage, c'est-à-dire qui en réalité jouent la stabilité de l'emploi. Ce bonus, il va se traduire par une baisse des cotisations patronales. Et en revanche, pour les entreprises qui coûtent cher parce qu'elles font tourner les emplois en multipliant les CDD ou en licenciant à tour de bras, eh bien, ces entreprises seront financièrement pénalisées. Les entreprises deviennent responsables
des conséquences des actes qu'elles prennent en matière de séparation. Ce principe de responsabilité, il est très important. On veut un système qui, d'un côté, donne un peu plus de certitude sur ce que va être l'issue d'une séparation ou l'issue d'un licenciement, c'est la logique du plafonnement, et en même temps, un système qui n'incite pas les entreprises à abuser des licenciements et des contrats courts. Donc la notion de bonus-malus, c'est l'idée que, un peu comme le pollueur-payeur, vous savez, les entreprises qui déversent des produits polluants dans les rivières, on souhaite souvent les taxer. C'est un petit peu la même logique. Quand vous licenciez ou quand vous utilisez des contrats courts qui font repasser les gens par le chômage, vous avez besoin de payer plus. Donc ce principe, il va s'appliquer et l'équilibre entre les deux mesures que je viens d'évoquer, la barémisation ou le plafonnement des indemnités de licenciement qui est quelque chose qui donne de la marge de manœuvre aux entreprises, est contrebalancé par le bonus-malus. Ensuite, sur la mobilité, la question de l'assurance chômage pour les démissionnaires. Évidemment, ça ne suffit pas à inciter les gens à se lancer dans une reconversion professionnelle, à se lancer dans cette grande aventure que peut être le changement de métier, le changement de secteur d'activité. On a besoin, à ce titre, de repenser notre système de formation professionnelle. En France, on a un système de formation professionnelle qui a beaucoup de défauts. Il a au moins 3 défauts principaux. Premier défaut, il est très inégalitaire. Les chômeurs accèdent beaucoup moins à la formation que les salariés. Les moins qualifiés accèdent moins à la formation que les plus qualifiés, qu'ils soient chômeurs ou salariés. Et les salariés précaires, ceux qui sont en CDD ou en intérim, accèdent beaucoup moins à la formation que les salariés en CDI. Ce qui est assez logique parce que c'est l'employeur qui, la plupart du temps, finance la formation. Et donc l'employeur a envie d'investir sur des gens qui vont rester dans l'entreprise. Deuxième défaut, les formations ne sont pas très efficaces. Quand on les évalue, c'est-à-dire quand on regarde l'impact qu'elles ont sur les salaires, sur la productivité, ou s'agissant des chômeurs, sur le retour à l'emploi, on se rend compte que les formations, ne sont pas la potion magique que l'on présente souvent. Moi, j'ai réalisé ma thèse, il y a bien des années déjà, sur la formation des chômeurs. Je suis parvenu, en regardant les données, à un résultat qui était assez contre-intuitif, c'est que quand un chômeur passe en formation, et qu'on le compare à un chômeur qui a des caractéristiques comparables, mais qui n'est pas passé par la formation, le premier reste plus longtemps au chômage. La formation rallonge les épisodes de chômage. Ce qui peut paraître assez étonnant, ce qui est en réalité assez intuitif, parce que quand vous êtes en formation, vous arrêtez de chercher. Vous allez jusqu'à la fin de la formation. Mais fondamentalement, il faut démystifier un petit peu la formation. Il faut surtout faire en sorte que les meilleures formations émergent, les formations qui sont les plus efficaces pour le retour à l'emploi, que les meilleurs prestataires de formation émergent. Et de ce point de vue, on a besoin de repenser notre système. Et le troisième défaut, qui est un défaut majeur, mais qui finalement encapsule un petit peu les deux premiers, c'est qu'on a un système d'une complexité effroyable. Je ne sais pas si certains parmi vous ont déjà essayé de se former dans le cadre des dispositifs de formation professionnelle existants. Alors parfois ça marche bien, heureusement, mais lorsque vous êtes un chômeur, lorsque vous êtes peu qualifié, pas forcément toujours très bien informé sur les dispositifs qui sont à votre disposition, c'est souvent un chemin de croix pour participer à la formation, et en particulier pour trouver un financement pour cette formation. Donc on a besoin de réduire les inégalités, d'améliorer l'efficacité des formations et en même temps de simplifier le système. Les propositions que nous portons ici, elles se résument à 3 points. D'abord, donner des droits individuels, des droits aux individus qui soient portables, c'est-à-dire que les gens gardent pendant toute leur vie professionnelle. Aujourd'hui, notre système, il évolue lentement, mais il est encore marqué par une grande segmentation. Vous n'avez pas les mêmes droits à la formation selon que vous êtes un salarié en CDI, un salarié en CDD, un chômeur en fin de droit, un chômeur éligible à l'assurance chômage. On veut que tout le monde, à terme, ait sensiblement les mêmes droits, c'est-à-dire les mêmes sommes en euros susceptibles d'être mobilisées pour la formation. On veut aussi, c'est le deuxième point, que ceux qui sont les plus en difficulté, ceux qui sont les moins diplômés, aient des droits un petit peu supérieurs à ceux qui sont les plus qualifiés. En d'autres termes, on a envie que les droits individuels soient modulés en fonction de la qualification, du niveau de diplôme ou éventuellement du niveau de salaire. Le troisième point, très important, c'est que l'on souhaite désintermédier notre système, c'est-à-dire simplifier la mise en relation entre ceux qui veulent se former, les salariés, les chômeurs, et les prestataires de formation.
Ce qui remonte du terrain, ce qui remonte des témoignages qu'on a, et ce qui remonte aussi de beaucoup de travaux administratifs, académiques, c'est que, aujourd'hui, le véritable obstacle à la formation, c'est ce parcours qui vous oblige à trouver un financeur, qui vous oblige à trouver un financement, qui vous fait être ballotté parfois entre différentes institutions. Il y a des institutions qui sont les régions, il y a des institutions qui sont les organismes qui collectent et qui redistribuent l'argent de la formation. Bref, le système est très compliqué, et quand un système est très compliqué, c'est souvent les plus fragiles qui en sont les victimes. C'est-à-dire que ce sont les plus fragiles qui ont d'autant moins de possibilités d'accéder à la formation. La désintermédiation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va renforcer les droits individuels, on va renforcer en particulier un dispositif qui a été créé par la loi El Khomri, qui n'a pas que des défauts, qui s'appelle le compte personnel d'activité, sur lequel figure un autre dispositif qu'on appelle le compte personnel de formation. Donc le compte personnel de formation a été absorbé, si vous voulez, par le compte personnel d'activité. On a envie de mettre de l'argent, très concrètement, sur ces comptes personnels d'activité. On a envie de mettre plus d'argent pour les moins qualifiés, un peu moins pour les plus qualifiés qui ont plus de capacité à rebondir sur le marché du travail. Et on a envie que cet argent puisse être utilisé d'abord pour faire des bilans de compétences, pour être conseillé, pour être accompagné, parce qu'il y a des gens qu'il faut aider, et c'est la plupart des gens qui sont en difficulté sur le marché du travail, on ne peut pas les laisser dans la nature, il faut les accompagner. Donc, avec ce CPA, ce compte personnel d'activité, vous pourrez acheter, ou en tout cas financer des prestations de conseil, d'accompagnement, des bilans de compétences, et vous pourrez surtout aller voir directement les prestataires de formation. C'est-à-dire que vous allez supprimer plusieurs étapes dans ce parcours d'obstacles, dans ce parcours du combattant qui permet d'accéder à la formation. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont des droits, en théorie, ont parfois 150 heures pour se former sur leur compte personnel de formation, et qui, quand ils s'adressent à un organisme collecteur pour dire « Hey, j'ai repéré une formation qui m'irait bien, je voudrais pouvoir bénéficier du financement auquel j'ai droit », eh bien, parfois on leur dit non. Moi, je raconte souvent cette anecdote, je suis universitaire et j'ai été responsable de master, un master ouvert à la formation continue. Dans ce master arrive une conseillère de Pôle emploi, c'est un master sur l'emploi et les compétences, une conseillère de Pôle emploi qui était à Bac+3 et qui voulait monter en compétences, elle voulait passer à Bac+5. Elle obtient, grâce à son dossier, un financement du fonds GESIF. Et elle fait le master et elle est très contente. Et ensuite, elle monte en compétences, et d'ailleurs, elle change même d'emploi. Elle en parle à sa collègue, aussi conseillère à Pôle emploi, qui a le même dossier, qui postule dans mon master 1 an après. La première était très contente, elle lui a dit « vas-y ». L'autre a le même dossier, même niveau de diplôme, même ancienneté, bref, les dossiers c'était les mêmes. À la seconde, le fonds GESIF dit non. Ça veut dire qu'il y a, dans les décisions de financer ou pas les formations, il y a un arbitraire qui est incompréhensible et qui crée énormément de frustration chez les gens. Énormément de frustration chez les gens. Dans le système qu'on a en tête, on ne passe plus par le fonds GESIF. On mobilise auprès des prestataires des sommes qui sont financées justement par les comptes. Alors, l'ingénierie, c'est les technocrates qui s'en occupent, mais fondamentalement, on veut un système qui pense à travers le prisme et les yeux de l'utilisateur, c'est-à-dire celui qui, à un moment ou à un autre, a besoin de se former. On veut simplifier le système, on veut le désintermédier, et ce que l'on pense, parce que quand on regarde ce qui se passe à l'étranger, c'est effectivement ce qui se passe, c'est que, en permettant aux gens de s'adresser directement aux prestataires de formation, eh bien, ils vont faire ce qu'ils font dans leur vie de tous les jours en tant que consommateurs, c'est-à-dire qu'ils vont faire jouer la concurrence. Aujourd'hui, le marché de la formation n'en est pas un. Il n'y a pas de concurrence parce que ce sont les organismes qui collectent et redistribuent l'argent qui décident finalement quelle formation doit être financée ou pas. Ça n'est évidemment pas vertueux. Le troisième point dont on parlait tout à l'heure, dont je veux vous reparler, c'est la question du dialogue social. Alors, concrètement, comment est-ce qu'on veut faire progresser le dialogue social et on veut décentraliser finalement les négociations collectives? Comment on veut donner aux entreprises la capacité, la souplesse pour s'adapter à leur environnement dans la concertation, dans la négociation et dans le dialogue avec les représentants des salariés? L'idée, c'est de définir par la loi un certain nombre de principes qui vont s'appliquer partout de manière incontournable.
Les principes, c'est évidemment la protection des libertés fondamentales, la protection du fait syndical, la lutte contre les discriminations, et en particulier la lutte pour l'égalité homme-femme. C'est aussi le principe du salaire minimum. Dans certains pays, il n'existe pas de salaire minimum national. Il n'existe pas de salaire minimum qui soit réglé par la loi. Ce sont les branches professionnelles, ce sont parfois même au niveau des entreprises que sont définies les conditions du salaire minimum. On veut évidemment rester dans notre système et définir des socles qui soient incontournables. Un autre socle, et c'est peut-être une question qui vous a été posée ou que vous vous posez sur le programme d'En Marche, c'est la durée légale du travail. On ne souhaite pas remettre en cause la durée légale du travail. En revanche, on veut que les entreprises puissent moduler le seuil de déclenchement des heures supplémentaires en fonction des accords qu'elles trouveront avec les salariés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, une entreprise se rend compte que le volume de travail moyen dont elle a besoin, c'est pas 35 heures, c'est plutôt 39. Donc elle a envie de remonter le seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Évidemment, c'est pas bon pour les salariés. Ils n'ont aucune raison d'accepter. Mais si on permet à l'entreprise et aux représentants des salariés de négocier sur d'autres aspects, comme par exemple le taux de majoration, et d'obtenir un taux de majoration des heures supplémentaires qui soit bien supérieur à celui que prévoit la loi, eh bien on peut trouver un arrangement mutuellement avantageux. En d'autres termes, il y a beaucoup de paramètres, et là je vous parle uniquement des heures supplémentaires, mais on peut envisager d'autres situations où une entreprise va relever le seuil de déclenchement des heures supplémentaires, ce qui encore une fois n'est pas bon pour les salariés, mais leur donner en compensation des repos compensateurs, va éventuellement leur donner une augmentation du salaire brut dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire. Bref, on peut inventer toutes les combinaisons et tous les arrangements possibles si on libère ce principe qui est que la loi détermine tout. Si on se libère, de ce principe qui est que la loi détermine tout. Donc, voilà fondamentalement la philosophie sur laquelle se trouve aujourd'hui le positionnement d'En Marche et le positionnement d'Emmanuel Macron. Alors, j'en termine avec ça parce que développer la négociation et développer le droit du travail sur la base de la négociation collective, ça ne se fait pas en claquant des doigts. En France, on a un dialogue social qui marche mal. On a un dialogue social de mauvaise qualité. On a en particulier des syndicats qui font l'objet d'une certaine défiance, voire d'une défiance certaine, de la part de beaucoup de salariés et de la part de beaucoup de citoyens. Alors, il y a quand même un petit paradoxe sur ce point-là, c'est que souvent, quand on interroge les salariés et qu'on leur demande quelle est votre opinion sur les syndicats, eh bien, ils répondent en pensant aux syndicats qui sont dans les confédérations, c'est-à-dire les syndicats que vous voyez à la télé, ceux qui négocient au niveau national ou qui sont dans les instances paritaires. Et souvent, ces syndicats-là ont une très mauvaise image. C'est assez récurrent dans les sondages et dans les enquêtes que l'on fait. En revanche, quand on interroge les salariés sur ce qu'ils pensent des syndicats dans leur entreprise, ils ne sont pas toujours très satisfaits, mais globalement, l'image des syndicats est un peu meilleure. Le sentiment qu'on a, c'est que les syndicats, et plus généralement les partenaires sociaux, parce qu'il faut être deux pour négocier, il y a les syndicats et les organisations patronales, les syndicats et les partenaires sociaux devraient se recentrer sur leur cœur de métier. Leur cœur de métier, c'est la négociation collective. Aujourd'hui, les partenaires sociaux font beaucoup plus que cela. Ils gèrent des institutions qui fonctionnent assez mal. C'est quoi les institutions qui fonctionnent assez mal? C'est l'assurance chômage, qui est en déficit et qui, en plus, comme je le disais tout à l'heure, a des règles qui favorisent et qui incitent à la multiplication des contrats courts. C'est la formation professionnelle. Les organismes qui collectent et qui redistribuent l'argent de la formation dont je parlais tout à l'heure, ils sont gérés par les partenaires sociaux. Ce que l'on souhaite, c'est leur enlever des prérogatives au service de l'intérêt général, faire en sorte que ce soit géré de manière plus intelligente, soit par l'État s'agissant de l'assurance chômage, c'est le sens de la proposition consistant à nationaliser, ou plutôt à étatiser l'assurance chômage, puisqu'il ne s'agit pas d'une véritable nationalisation, reprendre la main sur la formation professionnelle en désintermédiant le système et en permettant aux gens de choisir par eux-mêmes sans passer par les intermédiaires. Mais en même temps, on veut qu'ils se responsabilisent au sein de l'entreprise dans la négociation collective. Alors, le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans les entreprises, on négocie pas beaucoup. Un chiffre est très éclairant à ce titre. 10% des entreprises, 10% seulement, des entreprises dans lesquelles
on peut signer des accords collectifs, signent effectivement des accords. Pourquoi est-ce que dans les autres on ne signe pas? Soit parce qu'il n'y a pas de représentation des salariés, pas forcément de représentation syndicale, mais de représentation des salariés au sens large, soit parce qu'il y a une représentation, mais les gens n'arrivent pas à se mettre d'accord entre salariés et employeurs. Donc ici, on veut développer la négociation collective, mais ça passe nécessairement par un renforcement de la qualité du dialogue social. Je n'étais pas parti pour vous parler du programme des autres candidats, mais je vous en dis quand même un mot à propos du programme de François Fillon sur ce point. François Fillon a des positions qui sont assez similaires à celles de Macron sur la négociation collective. Il veut développer la négociation d'entreprise. Il veut que le droit du travail soit un peu moins défini par la loi, mais plutôt par les accords d'entreprise. Très bien, on est d'accord là-dessus. Je pense qu'on se rejoint. En revanche, il veut le faire en contournant les partenaires sociaux. C'est-à-dire en organisant des référendums d'entreprise qui soient strictement à l'initiative de l'employeur, en supprimant le monopole syndical au premier tour des élections professionnelles. Alors, nous, on n'est pas naïfs. Hein. On sait que les syndicats aujourd'hui ne font pas toujours très bien leur travail, y compris dans les entreprises. Mais le pari qu'on fait, c'est qu'un pays qui s'appuie sur la négociation collective pour définir son droit du travail, c'est pas un pays qui peut se passer des partenaires sociaux et des syndicats. Donc ce qu'on veut, c'est donner des incitations aux syndicats à faire mieux leur travail au service des salariés, et en particulier, faire en sorte que les salariés choisissent les syndicats qui bénéficient au sein de l'entreprise d'un financement. Ici, la mesure que l'on a en tête, c'est une mesure qu'on appelle la mesure de chèque syndical. Qu'est-ce que c'est le chèque syndical? C'est surtout pas un chèque payé par les salariés, c'est un chèque qui est financé par l'employeur. L'idée, c'est que les employeurs ont intérêt à ce que le dialogue social se passe bien, et on a beaucoup d'employeurs ou de DRH de grandes entreprises qui nous disent « Nous, on a envie de négocier, on a envie d'avoir en face de nous des gens responsables, des gens qui signent des accords. Mais pour ça, eh bien, il faut leur donner des moyens, et puis il faut surtout les inciter à négocier. Il faut faire en sorte que, s'ils ne signent pas les accords, eh bien, ce ne soit pas neutre pour eux. La logique du chèque syndical, c'est celle-là. On donne à chaque salarié un chèque, financé par l'employeur, qu'il est libre de donner au syndicat de son choix. Ça veut dire qu'on fait jouer la concurrence. C'est un gros mot, la concurrence, surtout quand vous parlez à des représentants syndicaux, et j'en vois beaucoup, et je les connais bien, et je les apprécie pour certains. Mais aujourd'hui, le fait qu'il y ait beaucoup de syndicats en France, et parfois au sein des entreprises, n'est pas forcément une bonne chose. Parce que ça crée de la conflictualité, il y a aussi des études qui le montrent. On a envie, fondamentalement, que les salariés soient plus décisionnaires et aient une capacité à influencer les syndicats dans l'entreprise. Évidemment, ça ne réglera peut-être pas, et pas tout de suite surtout, tous les problèmes. Ça ne réglera pas en particulier le problème de défiance qui existe entre les représentants des salariés et les employeurs. C'est une défiance qui est très française. C'est une défiance qui est très française et à laquelle on n'apportera pas, il faut être raisonnable, de réponse rapidement. Mais à un moment ou à un autre, l'idée c'est que pour développer la négociation collective, eh bien, il faut miser sur un dialogue social de qualité et il faut donner la capacité aux salariés de mettre un petit peu plus de pression. J'utilise ce terme, il n'est pas agressif, mais un petit peu plus de pression sur les syndicats. On l'a bien vu encore récemment sur la question du travail du dimanche, qui est un droit qui a été modifié par la loi Macron, la loi de 2015. Dans certaines enseignes, ça a été le cas à la FNAC par exemple, les syndicats qui étaient présents dans l'entreprise ne voulaient pas signer l'accord sur le travail du dimanche, alors que cet accord était perçu comme bon par une grande majorité de salariés. Parce qu'il améliorait, il donnait des compensations financières qui étaient assez significatives. La conclusion qu'on pourrait tirer de cet exemple, c'est de dire, bon, il faut se passer des syndicats. On va les contourner, on va faire des référendums d'entreprise à chaque fois. Sauf que ça, c'est une vision à courte vue. À un moment ou à un autre, vous avez besoin d'acteurs qui soient des professionnels de la négociation collective. Des gens qui connaissent le droit du travail. Des gens qui connaissent les accords de branche. Des gens qui soient au fait, eh bien, de la politique générale de l'entreprise et qui soient capables de négocier en étant bien informés. Vous ne pouvez pas construire un droit du travail au sein de l'entreprise en faisant uniquement des référendums d'entreprise. Donc notre pari, c'est que on veut développer ce droit en revitalisant les partenaires sociaux, mais aussi
eh bien, en les incitant à faire un petit peu mieux leur travail. L'idée, c'est de faire en sorte que le travail paye mieux, donc toujours dans cette idée d'améliorer le pouvoir des salariés. Donc, ce qu'on souhaite, c'est supprimer les cotisations salariales, c'est-à-dire payées strictement par les salariés en termes d'assurance chômage et d'assurance maladie. Donc ça contribuera à augmenter le salaire net, et on les remplacerait par, en tout cas on les financerait, ces suppressions de cotisations salariales, par une augmentation de la CSG. L'idée ici, c'est que, évidemment, on ne crée pas de richesse en faisant ça, en tout cas à court terme on ne crée pas de richesse, on fait simplement des mécanismes de transfert. Ceux qui vont payer un peu plus, c'est tous les revenus qui sont assujettis à la CSG. Les revenus qui sont assujettis à la CSG, ce sont les revenus capital, ce sont tous les revenus de transfert et notamment les retraites, ce sont aussi les revenus d'assurance chômage. Donc évidemment, on ne souhaite pas que les chômeurs aient à payer un surcoût de CSG pour financer le salaire net des salariés. Donc les chômeurs sont exclus de la hausse de CSG. Les retraités qui ont des petites retraites sont exclus de la hausse de CSG. En revanche, les revenus du capital et les retraités aisés vont effectivement subir la hausse de CSG. Il me reste à remercier notre expert, Marc Terracci. Merci. Merci infiniment.